Moi, Alain Gabriel, j'ai percé le mystère qui entoure le livre de l'Apocalypse. J'ai découvert que derrière les scènes effroyables qui sont écrites, il y a, bien caché, le plan d'assemblage d'une structure agissante extraordinaire, permettant de ressentir des sensations physiques et psychiques extrêmement bienfaisantes et porteuses d'espoir. J'ai trouvé comment décoder ce plan crypté si mystérieux, ce qui m'a permis de construire cette œuvre d'art aussi exceptionnelle, l'Extasium. Bonjour mes amis, plusieurs fois, au début de ce qui n'était encore que des tableaux qui s'animaient par de la musique, des visiteurs, revenus après 3 semaines ou un mois, me demandèrent ce que j'avais changé dans la composition lumineuse, car ils avaient la sensation de pénétrer davantage dans le tableau. Or, je n'avais rien modifié picturalement, mais j'avais amélioré la qualité de mon système hi-fi de l'époque. Ce sont ces réactions qui m'ont incité à m'attaquer à la reproduction du son dans l'espoir d'en obtenir un qui donne l'impression de vrai, comme ce que j'avais entendu quand j'allais enregistrer des musiciens de jazz. J'ai baigné dans le jazz depuis mon enfance. Mon père, en plus de son activité professionnelle, était batteur dans des formations jouant toutes sortes de musiques, de danse, dont du jazz, dans des bals ou des dancings. J'ai entrepris de modifier l'acoustique de la pièce, d'abord avec du liège, connu pour agir sur les résonances, mais le son était étouffé. J'ai essayé divers matériaux qui donnaient tous des résultats plus ou moins intéressants, mais peu satisfaisants. On m'a donné différentes mousses acoustiques utilisées par les professionnels. Mais s'ils donnaient de bons résultats aux mesures, mes oreilles ont préféré les jeter à la poubelle. J'ai tenté divers matériaux inusités dans l'acoustique, comme du lino, de la moquette ou de l'aiguilleté. C'était très lourd à porter, morceau par morceau, depuis le marchand. Je me suis fait beaucoup mal au dos en les transportant en métro, mais aussi en les collant sur les murs ou le plafond. Il fallait retirer d'abord les éléments précédents qui n'avaient pas été satisfaisants, et c'était généralement très difficile. J'avais bien eu des cours d'acoustique pendant mes études d'architecte aux Beaux-Arts, mais ils étaient de peu d'utilité quand il s'agissait de choisir des matériaux. Cependant, j'ai utilisé un principe connu depuis l'Antiquité en plaçant 4 colonnes sur le mur du fond. Leur fonction était de renvoyer le son dans toutes les directions pour éviter les ondes stationnaires. Mais ce n'était pas suffisant. Avec la nécessité d'enregistrer les chants le plus fidèlement possible, je me suis aperçu que ce n'était pas tant les fréquences qu'il fallait traiter, ce que font tous les professionnels, mais restituer les harmoniques le plus fidèlement possible pour donner la sensation de vrai. Et c'est ce traitement des harmoniques qui provoque les sensations intenses que je ressens dans une séance d'extasium, en plus de la contemplation du tableau. C'est là que mes études portant sur le traitement des surfaces m'ont été le plus utiles. Alors que les studios d'enregistrement utilisent des matériaux très volumineux pour traiter le son, j'ai finalement abouti à une sorte de peau de faible épaisseur, mais recouverte d'un vernis dont j'ai le secret, et où le mat et le brillant alternent pour favoriser les harmoniques paires ou impaires. Je ne peux pas développer ici tous les détails de cette recherche et la découverte finale, mais on peut les trouver dans mon livre ou sur mon site extasium.fr. En attendant, je vais continuer l'histoire de mon premier amour. Aux vacances de 1960, j'ai retrouvé Michel avec un sentiment étrange. J'avais l'impression que je trompais celle à qui j'avais écrit toute l'année en me forgeant une image abstraite loin de la réalité. Mais très vite, ce fut le bonheur. Surtout que ses parents lui avaient offert une mobilette bleue. Elle venait me chercher à l'arrière du camp, d'où je m'esquivais discrètement, et on allait dans des bois isolés, s'installer sur une couverture pour s'embrasser et se caresser
pendant des heures. Nous n'allions pas plus loin par ignorance de ce qu'il fallait faire, mais aussi parce qu'une fille sérieuse ne pouvait pas faire l'amour avant le mariage et que se retrouver enceinte eût été une catastrophe. Un jour, je marchais avec elle et ses deux meilleures amies, beaucoup moins jolies, sur la promenade au bord de la plage, et j'aperçus un sac sur la chaussée. Je le ramassai, et en regardant à l'intérieur, on a un choc. Il y avait beaucoup d'argent, 13 000 francs, équivalent à la même somme, mais en euros maintenant. Et en plus, beaucoup de bijoux de valeur. On n'avait jamais vu une telle somme, et la première réaction avait été de partager le butin en 4. Mais, après réflexion, on a vite compris qu'on ne pourrait pas le cacher à nos parents, qui penseraient qu'on l'avait volé. Surtout qu'à cette époque, et dans nos milieux ouvriers, on recevait très peu d'argent de poche. On s'est décidé à porter le sac et son contenu à la gendarmerie, qui l'a restitué à des vacanciers fortunés qui l'avaient oublié sur le capot de la voiture. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais l'été, il ne se passait pas grand-chose à La Ciotat. Et on était en plein dans des histoires de blousons noirs violents. Un journaliste local a trouvé que des jeunes faisant une bonne action feraient un bon papier. Et le lendemain matin, nous étions en première page du journal Le Parisien. Comme escapade discrète, on faisait mieux. Le directeur du camp me fit appeler dans son bureau. Mais au lieu des remontrances auxquelles je m'attendais, il me remit une lettre très élogieuse du comité d'entreprise de la SNECMA, me félicitant de cette bonne action qui devenait un symbole du bien. Mais le plus important, c'est que ma mère, à Courbevoie, fut réveillée par une voisine qui lui montra ce papier où son fils devenait une sorte de héros. Elle en eut une très grande joie, sa dernière, car elle mourut quelques jours après de maladie à 37 ans. Je remontai à Courbevoie pour assister à la messe d'enterrement. Et là, dans cette église Saint-Pierre-Saint-Paul, au milieu de mes larmes, je ressentis d'un seul coup un profond rejet de l'église et de ses prêtres qui m'apparurent comme de sinistres pantins. Les événements divins qui me sont arrivés beaucoup plus tard m'ont confirmé dans cette opinion. J'avais fait ma première communion pour plaire à ma grand-mère bretonne, très bigote. Et à ce moment, je croyais à ce qu'on nous débitait. Mais après, ma sœur plus jeune se prépara aussi à sa communion. Nous partagions la même chambre et nous échangions nos impressions sur ce qu'on nous enseignait et ce que nous constations de très différent dans la vie quotidienne. Ce sont ces contradictions qui m'ont conduite à ce rejet. Je redescendis à La Ciotat et retrouvai Michel, qui me réconforta de son mieux. Ses parents nous considérèrent comme fiancés. On se mariait très jeune dans le Sud à cette époque. Si une fille n'était pas mariée à 20 ans, on la considérait comme une vieille fille. Mon père ne s'opposait pas au mariage. Mais il me dit que lui-même, s'étant marié à 20 ans, il ne me le conseillait pas. On se mit d'accord pour dire qu'il ne voulait absolument pas de ses épousailles et on rompit officiellement. Cependant, je m'étais mis d'accord avec Michel pour qu'on se revoie au bout d'un mois sans le dire à personne. Elle monta à Paris pour travailler à la poste et on reprit nos habitudes de caresses et de baisers sans fin. Mais entre-temps, j'avais rencontré d'autres filles et je n'éprouvais plus de sentiments passionnés pour elles. On se sépara définitivement. Un an plus tard, je la rencontrai par hasard, ou destin, sur le quai de la station de métro Franklin Roosevelt. Elle avait décoloré ses cheveux en blond plisseux, très laid. Elle était déjà mariée, enceinte et avait beaucoup grossi. Elle n'était plus du tout attirante. Je l'avais échappé belle.